webinaire sur Joséphine Baker, une Américaine à Paris, avec Sophie Boiré. Le jour de notre webinaire n'est pas anodin. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Aussi, Joséphine Baker illustre-t-elle ce qu'il y a de plus noble dans un engagement aussi singulier que le sien. Héroïne de guerre, combattante, danseuse, chanteuse, résistante et militante féministe et antiracisite, née aux États-Unis, elle devient française en 1937 et sera la première femme noire à entrer au Panthéon en novembre 2021. Pour découvrir Joséphine Baker au travers de ses mémoires, ses discours, ses interviews, j'ai le plaisir de vous présenter Sophie Boiré, notre invitée du jour, ancienne directrice de la communication dans le monde de l'édition. Elle est aujourd'hui documentaliste au CNRS. Elle vient de publier un recueil de citations de Joséphine Baker aux éditions du Palais qu'elle va nous partager. Chère Sophie, la parole est à vous. Bien, d'abord, un grand merci. C'est vrai que symboliquement, c'est vraiment formidable de pouvoir intervenir sur Joséphine Baker. Baker, je dis bien Baker parce qu'elle tenait à ce qu'on prononce son nom de façon à la française. Donc, oui, voilà, le 8 mars, c'est une journée qu'elle n'a pas parfaite, enfin, complètement intégrée parce que Joséphine a fait beaucoup pour les femmes, mais n'était pas ouvertement féministe en réalité. En tout cas, je remercie l'association France-États-Unis, je remercie Jérôme Danard et pour la technique Francine et Jean-Luc qui nous ont bien aidés. Alors, la publication de ce petit livre, Joséphine Baker, se fait dans le contexte d'une collection assez originale qui s'appelle Les Géants aux éditions du Palais. Ça consiste à justement donner la parole à des personnages importants de notre histoire mondiale, euh, plutôt que de passer par le biais d'une biographie. C'est-à-dire, c'est un peu leur tendre le micro, leur donner la parole, voilà, et les faire intervenir directement avec leurs mots, avec leur sensibilité, avec leur réaction à un moment T. Alors, Joséphine Baker, une Américaine à Paris. Euh, oui, alors attendez, je vais essayer de. J'espère que bon, mon slide ne veut plus répondre. Super. J'ai un peu perdu la main là. Alors, ça y est, c'est parti. Ça bouge. Voilà, ça bouge. C'est bon. Alors, Joséphine Baker, je vais passer cette citation, on y reviendra, est née, comme vous savez, en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri. De son nom de naissance, elle s'appelle Freda Joséphine McDonald. Elle est née d'un papa blanc et d'une maman noire. Donc, elle a le difficile statut des métisses. C'est-à-dire qu'elle est noire pour les blancs et elle est blanche pour les noirs. Elle voit le jour dans un état qui est encore assez ségressionniste. Donc, elle a une enfance assez compliquée. Sa famille est pauvre. Le papa n'a pas reconnu sa fille. C'était visiblement on dirait un VRP en français. Et donc, sa maman est seule avec ses enfants et Joséphine a une enfance très difficile. Elle va pas très longtemps à l'école. Très rapidement, sa maman la place dans une famille blanche et ça se passe très très mal. Elle souffre de maltraitance et, et elle est mariée pour la première fois à l'âge de 13 ans. Euh, En 1917, elle va assister à des scènes de grande violence. Il y a des émeutes à Saint-Louis et elle assiste en direct à ces émeutes. Elle voit les maisons brûlées. Elle est cachée dans une espèce de soupente et elle voit des gens se faire tuer. Donc elle va garder un... Ça va vraiment marquer sa vie et ça lui fait prendre conscience de la complexité de son statut justement de métisse, etc. Elle a dit elle a écrit, là je vais vous lire une petite citation. Lorsque je franchissais les limites du ghetto, parce qu'elle vivait dans un ghetto, je voyais bien que les petits enfants blancs existaient.
J'ai ainsi appris dans la douleur et la désillusion que j'étais différente des autres. Alors, ce qu'elle aime faire, Joséphine, c'est chanter et danser. Elle, très vite, très jeune, elle rejoint, contre la vie de sa maman, elle rejoint des groupes et elle chante et elle danse dans la rue. Euh, et c'est vraiment la passion de sa vie. Je vous laisse lire la citation. Je danserai, chanterai, jouerai toute ma vie. Je suis née seulement pour cela. Ébloui par les projecteurs, ça c'est plus tard, qui m'incendiaient, mu par je ne sais quel diable, j'improvisais. Il me semblait que alors je bondissais, je sautais du ciel et que je retombais à terre. Elle m'appartenait tout entière. Donc c'est vraiment là, il y a une autre citation où elle dit qu'en fait, elle n'avait pas de bas, elle avait froid, donc pour se réchauffer, la seule chose qui allait bien, c'était de danser. Elle va se marier une deuxième fois à un Baker, hein, dont elle gardera le patronyme, euh, et elle partira à New York pour rejoindre un groupe, euh, parce qu'en fait, elle a, si ça, son début de vie est un petit peu compliqué, là tout d'un coup, elle va aller d'aubaine en aubaine. Donc quand elle arrive à New York, puis à Boston, euh, elle arrive à une époque où on commence à faire des comédies musicales avec des artistes noirs. Donc, quand elle arrive à New York, elle est trop jeune, mais elle insiste, elle se bat, elle bataille. C'est vraiment une battante. Depuis le départ, c'est une battante. Et elle parvient à intégrer le spectacle qui va être donné en 1922 à Boston. Donc, on voit déjà elle a une certaine prestance, hein, pour une jeune femme de son âge. Elle intègre ce ballet et elle a 16 ans. Ça se passe très, très bien. Euh, Après, elle va jouer dans une autre comédie musicale qui s'appelle Chocolate Dandies. Elle va intégrer un club qui s'appelle Plantation Club. Et là, elle va surtout rencontrer une femme qui va faire un petit peu basculer sa vie, qui s'appelle Caroline Dudley-Reagan et qui est l'impresario qui cherche justement des artistes pour aller à Paris et pour monter ce qu'on a appelé la Revue Nègre. Donc, elle va la faire embarquer sur le paquebot Balanjaria le 15 septembre 1925. Euh, D'après le témoignage de Sidney Bechet, c'est une jeune femme totalement effrayée qui rencontre sur le bateau. Euh, Elle a vraiment très très peur et Sidney Bechet la rassure en lui disant mais tu vas voir, tu vas être très étonné de ce que tu vas trouver en France. Ce que tu vivais aux États-Unis, c'est fini. Tu vas voir, c'est un autre monde. Donc elle arrive au Havre et puis elle prend le train et elle arrive à Paris. Et là, à Paris, je voudrais vous trouver une petite citation. En fait, c'est assez incroyable. Enfin, moi, quand j'ai commencé à travailler sur sa vie, je n'avais pas du tout anticipé ce genre de surprise. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle arrive à Paris et puis là, elle découvre qu'elle est traitée à Paris comme tout le monde. Donc, elle va dire, dès l'arrivée, j'ai été stupéfaite d'être traitée comme une égale par les Blancs et de pouvoir me mélanger avec eux. Partout, on nous accueille avec le sourire. Mais alors, c'est vraiment ça la liberté? Donc tout d'un coup, pour elle, c'est la transformation. Et le deuxième petit coup de baguette magique en plus, c'est que donc elle arrive pour faire le casting de la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées, qui est à l'époque le Théâtre des Champs-Élysées, c'est pas l'institution qu'on connaît aujourd'hui avec le sérieux et le prestige, quoi. Ça a déjà du prestige, mais c'est un petit peu un théâtre du scandale. C'est-à-dire on y fait des choses d'avant, on y présente des spectacles d'avant-garde. C'est pas l'institut classique qu'on connaît aujourd'hui. Et puis quand ils commencent les répétitions, les Français, les Parisiens disent à Caroline Dudley-Reagan, oui, c'est bien, mais
on attendait quelque chose de plus Charleston, de plus vivant. Vous avez un spectacle un petit peu plan-plan. Et là, Caroline de Reagan se dit, ah, mais dans la troupe, il y a une jeune femme euh, très jeune, qui est très, très originale, qui danse de façon assez incroyable. Et en fait, elle va chercher Joséphine Baker et elle devient, comme ça, par miracle, la vedette du spectacle des Champs-Élysées. Là, j'ai trouvé quelques images que je vais essayer de partager avec vous. Voilà, on voit le haut des Champs-Élysées, peinture, toutes ces dames, très belles. Voilà, donc le théâtre des Champs-Élysées, je ne sais pas si vous le connaissez tous, c'est un théâtre qui se trouve sur la vue Montaigne et qui a été, dont les architectes est Auguste Perret, qui fera ensuite la ville du Havre après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un bâtiment qui à l'époque est extrêmement moderne, extrêmement, et c'est là que se produit le groupe des Six, toute la, tout l'art de scène un petit peu transgressif et avant-gardiste de l'époque. Voilà. Par exemple, on y a présenté le Sacre du printemps, on y a présenté aussi dans une mise en scène très très moderne et très osée. On a présenté aussi l'opéra de Picasso. Enfin, c'est un endroit très particulier. Là, on voit l'ensemble de la troupe, voilà, qui viennent tous des États-Unis. Magnifique affiche de Paul Colin. Quelques images de Joséphine. De ses jambes d'abord, qui sont, voilà. Alors là aussi, elle bénéficie d'un effet d'aubaine parce que nous sommes dans les années 25, donc ce sont les années folles, mais c'est surtout aussi la fascination pour les colonies. On est dans les Français sont très attirés par tout ce qui est exotique. Les artistes aussi, là, on voit que Picasso était grand collectionneur de ce qu'on peut appeler maintenant les arts premiers. Et, euh, et puis, ce sont les années folles, hein. On est sorti de la Grande Guerre qui a traumatisé la France. On n'a pas encore l'effet boomerang de la crise de 29. Donc, c'est vraiment une année où il y a une énergie absolument incroyable à Paris, une énergie de création, une énergie de fête. Et elle arrive dans ce Paris qui est en pleine ébullition et qui est à la recherche de tout ce qui est différent, nouveau. On a envie un petit peu on a envie de vivre. On veut oublier cette horrible guerre, cette horrible boucherie de 1914-1918. Je ne sais pas si vous voyez les citations. Voilà. Vous voyez, elle a un guépard. Enfin, ce sont des années assez folles. Je vais raconter brièvement une anecdote à propos de la photo en haut à gauche avec sa ceinture de banane. Des années plus tard, elle sera au Milan avec sa tribu arc-en-ciel et il y aurait une émission sur elle. Et les enfants iront l'appeler en disant, Maman, maman, tu passes à la télévision, c'est incroyable. Et Joséphine arrive dans le salon où il y a la télévision, elle se voit en ceinture avec la banane et elle dit à ses enfants, mais éteignez-moi tout de suite, mais qui est cette femme? Je ne sais pas. Et ils lui disent, mais non, mais c'est toi, maman, ils ont dit ton nom, ils ont dit ton nom. Et elle ne veut absolument pas que ses enfants la voient en ceinture habillée comme ça. Donc elle arrache la prise électrique de la télévision pour couper. Elle n'arrive même pas à éteindre tellement elle est énervée. Et elle arrache la prise et elle leur dit non, non, c'est pas vrai, c'est des mensonges, cette femme, c'est pas moi. Voilà. Mais elle a beaucoup de mal pendant un moment, elle a un petit peu de mal avec ce passé. Et, mais bon,
ses enfants aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas que ses enfants soient des artistes, hein. Il n'y en a qu'un seul sur les 12. On y reviendra tout à l'heure. Alors, elle a aussi bénéficié du talent de Paul Colin, qui a été son compagnon pendant quelques années. Voilà. Et qui a fait beaucoup, beaucoup. Là, je ne peux pas être exhaustif, mais il a fait un très, très beau travail graphique sur Joséphine. Voilà. Et d'autres artistes, bien sûr. On voit Kees van Dongen, qui en ce moment, ce portrait est en ce moment au Petit Palais. Jean Cocteau, et plus récemment, il y a eu des Calder qui ont fait des fils de fer, des petites silhouettes de Joséphine en fil de fer qui sont assez prodigieuses. Après, elle va rencontrer un personnage étonnant qui s'appelle Pepito je ne sais jamais son prénom. Pepito, excusez-moi, Abatino, voilà, je ne voulais pas écorcher. Alors lui, il va être, là, elle a déjà gagné beaucoup d'argent. Elle a acheté cette magnifique villa au Vésinet. Euh, et lui, en fait vraiment, c'est vraiment son manager. Et alors en 1930, elle va effectivement croiser la route de Vincent Scotto avec cette fameuse chanson qui va être vraiment un tube, un hit absolument incroyable, qui va aussi lui faire gagner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et on reviendra tout à l'heure sur ce texte de J'ai deux amours, parce que c'est, voilà, pour essayer de comprendre qui sont les vrais deux amours de Joséphine Baker, Mon pays et Paris. Alors, ce faux conte, parce qu'il se faisait passer pour un... Il en fait vraiment un personnage de mode incroyable. Toutes les femmes de Paris, particulièrement à Paris, rêvent d'avoir la coiffure de Joséphine Baker. C'est la coqueluche du moment. Elle vend des produits elle vend de la gomina, elle vend des produits pour se teindre la peau. Ça s'appelle les Baker Skin. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment un phénomène. À l'instar d'un autre Français qui sera, comment il s'appelle? Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. À l'instar de Max Linder, qui était devenu une coqueluche aussi internationale, et les hommes s'habillaient comme Max Linder. Donc là, il y a un phénomène, Joséphine, qui est très, très important. Joséphine Baker n'a jamais oublié qu'elle avait été pauvre, donc très rapidement, elle s'intègre dans cette vie associative et caritative parisienne. Là, on voit des photos d'un arbre de Noël, pour les enfants. Mais elle fera les opérations pot-au-feu à Montmartre, qui sont vraiment les ancêtres des Restos du Cœur, hein. Donc, on sent elle a gardé une forte conscience malgré la fortune qu'elle a faite, elle a une grande conscience sociale. Très rapidement, après avoir à Paris connu le succès, avoir fait aussi les Folies Bergères, après les Théâtres des Champs-Élysées, et puis avoir monté son propre club, elle part sur les routes d'Europe. Donc pareil, je ne peux pas être exhaustive parce que c'est très chronophage s'il fallait rentrer dans le détail. Pour la petite anecdote, ça se passe très bien partout. Il y a juste un petit coup de froid à Vienne, où visiblement l'Église catholique est très effrayée à l'idée de voir cette femme noire venir danser les seins nus sur une scène d'un théâtre viennois. Donc il y a toute une campagne avant qu'elle n'arrive en Autriche, à Vienne, où on dit enfin on fait dire aux Viennois, restez chez vous, n'allez pas voir cette femme qui est le diable, voilà. Et du coup, en fait, ça lui fait de la publicité, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça fait venir du monde, et ça se passe très bien. Euh, 1936, retour aux États-Unis. Euh, Ça va être compliqué pour Joséphine, parce qu'elle pense que comme elle a eu tout ce succès à Paris,
et en Europe. Elle pense que tout va bien et qu'elle va pouvoir enfin exister dans son pays. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. On lui réserve des hôtels, mais une fois à la hauteur de ses moyens financiers. Mais quand elle arrive à l'hôtel, ben, en fait, elle ne peut pas rentrer parce que elle n'est pas de la bonne catégorie. Donc, bon, elle souffre encore de beaucoup de la ségrégation. Et c'est vraiment, pour elle, c'est vraiment un choc parce qu'elle pensait qu'elle avait changé de catégorie et elle pourrait être enfin reconnue à sa juste valeur en retournant aux États-Unis. Elle rentre en Europe et là, la guerre en 39 est déclarée. Très vite, elle est contactée parce elle va beaucoup dans les ambassades, elle va beaucoup chanter, entre autres à l'ambassade d'Italie, et on lui demande alors pas de résister encore, hein, la guerre, euh, la France n'est pas occupée, mais on lui demande de rapporter des informations qu'elle juge pertinentes. Donc, comme l'Italie est proche de l'Allemagne, on lui demande déjà d'apporter des informations. Euh, Quand la guerre commence, elle sera au Milan, qu'elle a découvert. Je vais aller très vite là. Je vais revenir en arrière après. Euh, non, ça va pas. Elle va commencer. Quand la France est occupée, elle va partir dans le sud-ouest. Et là, elle va être ouvertement contactée par la résistance. Et elle va tout de suite, elle va accepter. Et on sait qu'elle a beaucoup utilisé ses partitions musicales pour transporter des messages cryptés. Donc en fait, ces partitions étaient bourrées de messages pour la résistance. Et puis comme elle était très connue en Europe, elle n'était pas tellement fouillée. Mais voilà. Donc elle a rendu beaucoup de grands services. Et quand ça commence à être un petit peu délicat, elle part en Afrique du Nord via le Portugal. Euh, et là, en Afrique du Nord, ça va être très compliqué pour elle parce qu'elle est malade. Euh, elle a, Elle a fait une fausse couche, elle a été opérée et ça se passe pas bien. Donc, et c'est là-bas qu'elle apprend qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant, ce qui est pour elle un choc psychologique très dur. Voilà, donc elle redit son amour pour la France parce elle pense que c'est vraiment la France qui lui a permis de devenir ce qu'elle est. C'est la France qui m'a fait ce que je suis. Je lui garderai une reconnaissance éternelle. Dans ces moments douloureux, je n'avais qu'une seule chose en tête, aider mon pays, elle dit bien mon pays, à retrouver son prestige. Même si j'étais entrée sans jambes et sans bras, j'aurais été la femme la plus heureuse du monde. Comme disait Monsieur Danard tout à l'heure, effectivement, en 1937, elle a été naturalisée française. Elle fera la guerre jusqu'au bout puisqu'elle accompagnera même l'armée Leclerc en Allemagne et où elle ira euh, au moment de la libération, où elle ira justement là chanter plutôt en tant que chanteuse pour soutenir les troupes de la France libre. Donc je vais faire un petit retour en arrière. En 1937, elle avait épousé un monsieur qui s'appelle Jean Lion, mais en fait il s'appelait Jean Lévy. Et en 1937, en Europe, on a déjà des échos de ce qui se passe en Allemagne et dans d'autres pays de l'Est, euh, de l'antisémitisme montant, puisqu'il y a des migrants, des immigrés juifs de ces pays-là qui viennent en France et qu'elle a sans doute croisé grâce à son mari Jean. Donc, dès 1937, elle va militer à la LICA, qui s'appelle aujourd'hui la LICRA. Et là, on s'aperçoit que Joséphine, euh, aussi avec la guerre, va commencer à changer un peu de
à élargir un petit peu son horizon. Dans un premier temps, elle milite vraiment pour ses droits à elle, ses droits de femme métisse, des femmes, ses droits de femme. On va voir qu'elle va avoir plus d'empathie et élargir son champ de, ou pas, pardon, son champ de militantisme. Voilà, quand elle dit je combats la discrimination raciale, religieuse et sociale. Sociale, comme je vous disais tout à l'heure, elle a toujours gardé un lien avec ses origines qu'elle ne reniait pas du tout. Elle est, je suis profondément contre et je ne puis rester insensible au malheur de celui qui ne peut pas se défendre dans ce domaine. Là, on voit, alors le monsieur qui est à côté d'elle sur la photo à droite, c'est Jo Bouillon, qui va être son quatrième mari, voilà, avec qui elle ira après la guerre s'installer au Milan. Donc, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle veut militer pour la fraternité universelle. Donc, donc voilà, je vais d'abord vous parler de ce qui s'est passé en 1951 à New York, au Stock Club. Elle retourne aux États-Unis et là, quelque chose de terrible lui arrive. Elle va dans un restaurant, un club qui est très très chic. Et elle s'installe avec des gens on leur apporte les menus, ils commandent, etc. Et en fait, ils seront deux à table à ne jamais être servis. Donc là, pour le coup, elle le prend très mal. Elle fait un gros scandale. Un scandale qui va traîner en longueur. Il y a même si ça vous intéresse, il y a son dossier FBI qui est mis en ligne, qui est copieusement caviardé, mais qui est mis en ligne quand même. Et en fait, ça va se retourner contre elle et on va finir par dire, bah, en fait, c'est une horrible raciste. D'ailleurs, elle est allée à Cuba, puis d'abord, elle a des fréquentations épouvantables en France, en Europe. Donc, il y a un moment, elle n'aura plus le droit d'aller aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir-là, quand elle est au Stork Club, il y a une jeune comédienne qui est à quelques tables de la sienne, une jeune américaine blonde, qui s'appelle Grace Kelly, qui n'est pas encore très très connue. Elle a fait un film et elle va assister à cette scène et qui va énormément la choquer. Et on verra que ce- le fait qu'elle assiste peut-être, c'est sans doute ça, c'est cette amitié, il va naître une amitié de cette rencontre improbable entre Grace Kelly et Joséphine Baker. Euh, voilà, elles se retrouveront quelques années plus tard. Alors, c'est quoi sa solution pour lutter contre ce racisme et cette intolérance? Et puis, pour combler ce manque d'enfants qu'elle avait, elle a décidé euh, de créer cette tribu arc-en-ciel, excusez-moi. Euh, son fils, moi je connais très bien son fils Brian, qui est très actif pour la mémoire de sa mère. Et il raconte que quand même, elle met ce plan en place avec Jo Bouillon, son mari de l'époque. Mais quand même, Jo Bouillon commence à être inquiet parce que chaque fois qu'elle part en voyage, elle continue, elle essaye de faire des tournées. Ça devient de plus en plus difficile en termes artistiques parce qu'on est passé un petit peu à autre chose après la guerre. Mais à chaque fois qu'elle rentre de l'étranger, elle revient avec un enfant ou avec deux. Par exemple, Brian, il est rentré, il est arrivé et en fait, elle est allée chercher une petite fille. Il y a surtout des garçons chez les enfants Baker. Et puis, la dame de l'orphelinat elle lui a dit, oh, mais regardez, ce petit, il est trop mignon, etc. Il est arrivé, c'était Brian, et elle s'est dit, je ne peux pas laisser cet enfant tout seul. Donc, au lieu de rentrer avec une petite fille, elle est rentrée avec une petite fille et un petit garçon. Voilà. Et comme ça, elle est allée jusqu'à 12 de enfin, de tous les continents, avec toutes les religions possibles. Voilà. Elle a même d'après Brian, elle a fabriqué Moïse parce qu'il n'était pas tellement juif et n'était pas plus Moïse que les autres, mais il lui fallait vraiment elle voulait sa tribu arc-en-ciel
représente le monde entier, voilà, et tous les courants spirituels possibles, voilà. Elle a publié un livre. Alors, c'est les belles années des Milandes, hein. Elle arrive avec ses enfants et puis elle arrive avec plein d'idées. Donc, dans ce village de Castelnau-la-Chapelle, qui se trouve en Dordogne, que je vous invite vraiment à aller voir si vous êtes dans cette région, parce que c'est un très bel endroit. Elle va développer une énergie incroyable pour, pour créer du tourisme, pour attirer des gens, pour faire vivre l'endroit en attirant des gens de l'extérieur. Voilà. Parce que c'est compliqué pour elle au niveau artistique, hein. Voilà. Mais c'est le bonheur parce qu'il y a les enfants, il y a Joe Bouillon, il y a de l'espace, c'est joli. Puis c'était le rêve de sa vie, c'était d'être châtelaine. Donc voilà, elle a tout ça. Mais Joséphine est tout sauf une femme d'affaires. Et on va sans doute beaucoup abuser d'elle. C'est-à-dire que quand elle a des projets pour le village, etc., elle doit être facturée d'après son fils beaucoup plus que la normale. Elle n'a aucun sens de l'argent. Euh, donc, malheureusement, ça va être un peu compliqué. En 1963, il y a cette fameuse marche à Washington, D.C., la Civil Rights March, qui va être incroyable, enfin, un événement mondial incroyable. Et grâce au président Kennedy, qui est encore vivant, puisque c'est en août et il sera assassiné en novembre, je crois, elle aura le droit de retourner aux États-Unis. Euh, et, et on voit que c'est une Joséphine Baker combattante, hein, qui arrive à Washington, D.C. Elle n'y va pas avec ses paillettes et ses plumes, elle y va avec son uniforme français, ses médailles pendantes, enfin voilà. Et elle sera la seule femme à prendre la parole à la tribune ce jour-là, aux côtés de Martin Luther King. Elle remerciera ensuite le président Kennedy. On voit une lettre là qu'elle lui envoie des Milan de retour, où elle explique que c'est un des plus beaux jours de sa vie. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Vous pouvez lire ou ça c'est gros? On peut lire, on peut lire. Très bien. Et elle dit, voilà, bah, je pourrais vous l'envoyer si vous intéresse. Hop, hop, pardon, excusez-moi. Mais elle fait faillite. Elle fait faillite parce que voilà, elle ne sait pas gérer. Vous voyez, c'est une photo terrible là, en bas à droite là. Elle est, euh, elle n'a plus d'argent. Elle a 12 enfants à élever. Jo Bouillon a craqué un petit peu, donc il est parti. Euh, elle va faire des appels auxquels vont répondre des femmes comme Brigitte Bardot, par exemple. Brigitte Bardot va faire une campagne incroyable pour lever des fonds, pour sauver Joséphine Baker, pour qu'elle puisse garder son château en Dordogne. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et celle qui va, donc elle part à Paris, euh, où elle est hébergée de 1968 à 69 à peu près. Et là, il y a une main qui va se tendre, c'est celle de Grace Kelly, rencontrée quelques années plus tôt, dans d'autres circonstances, d'autres lieux, euh, qui va faire tout ce qu'elle pourra. Donc, elle va déjà leur céder une magnifique maison qui se trouve à Roquebrune, exactement, qui s'appelle la Villa Marivonne, qui est une superbe villa, donc énorme, immense, qu'elle puisse y loger sa tribu arc-en-ciel. Et je crois que la princesse essaye aussi beaucoup de faire ce qu'elle peut pour monter des spectacles et pour qu'elle puisse revenir sur scène. Mais c'est très compliqué, ça ne marche plus très très bien. Et alors son dernier tour de chant, ce sera Bobino. Bobino, un comédien comme Jean-Claude Riali avait beaucoup participé à, à son, à monter ce spectacle. Euh,
à cause de son enfance difficile. Elle n'est pas très âgée, mais elle n'a pas une très bonne santé. Son médecin lui dit que c'est pas raisonnable, que ça va être trop fatigant, etc. Mais elle veut absolument remonter sur scène. Et, euh, et on voit hein, que c'est pas une femme de première jeunesse, hein. Elle fait Bobino et le dernier soir de cette tournée, elle va faire un AVC et on va la transporter à la Salpêtrière et elle ne se réveillera jamais. En bas à droite, vous voyez une photo du corbillard qui passe, de Joséphine qui passe devant le théâtre de Bobino, rue de la Gaîté à Paris 14e. Euh, et puis en haut à gauche, vous voyez son cercueil à Monaco. C'est à la Madeleine, ça. Les obsèques ont lieu à la Madeleine, il y a une foule incroyable. Alors, le Panthéon, bah oui, c'est une vraie question, ça. C'est très beau. C'est la deuxième femme, c'est la cinquième femme à rentrer au Panthéon. Je ne compte pas Sophie Berthelot parce qu'elle est rentrée en accompagnant de son mari et non pas en personne propre. Mais c'est la deuxième personne métisse à rentrer au Panthéon, puisque la première était Alexandre Dumas. D'ailleurs, ça avait posé gros problème. C'était pas aussi évident que ça à cause de ce métissage. Voilà. Alors ça, c'est ce que a dit euh, notre président Macron le jour dans son discours. Vous entrez dans notre panthéon parce que vous avez aimé la France, parce que vous lui avez montré un chemin qui était le sien véritable, mais dont elle doutait pourtant. Vous entrez dans notre panthéon parce que, née américaine, il n'y a pas plus française que vous. Et là, je vais revenir sur cette chanson J'ai deux amours, parce que il y a un autre Américain qui, euh, qui avait justement fait référence au fait d'avoir deux pays. C'est Jefferson. Jefferson avait dit ou écrit, je ne sais pas, euh, pour tout homme, le premier pays est sa patrie et le second, c'est la France. Tout comme Jefferson, je pense que plus que le féminisme, ce qui raccrochait, rapprochait plutôt Joséphine de Paris et de la France, c'était les valeurs républicaines, les valeurs des siècles des Lumières. C'est le pays où elle a découvert la vraie liberté, la liberté d'être au milieu de tout le monde, d'être traitée. Elle a été très bien traitée, elle a eu beaucoup de chance, mais tout d'un coup, elle était une citoyenne comme les autres. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle n'a pas oublié. Quand elle retourne l'incident au club en 1951, euh, peut-être à cause de son expérience de la guerre, et tout d'un coup, vraiment, elle rentre dans le combat humaniste parce que elle se dit quelque part, si moi, Joséphine Baker, qui a été honorée à Paris, dans toute l'Europe, si moi, j'ai encore droit à ces affronts, qu'est-ce qu'il advient des gens qui ne sont pas connus, qui sont des petits, des vulnérables? Donc, c'est pour eux qu'elle se bat. Et ça aussi, je pense que ce sont des valeurs qu'elle a dû affiner pendant la guerre. C'est la prise de conscience qu'elle a eue dans sa lutte contre le fascisme européen, allemand, italien, euh, contre l'État français qui avait basculé avec la Révolution nationale à partir de 1940 jusqu'en 1945. Donc, elle n'est pas, c'est une belle figure de femme qui n'est pas dans la radicalité, qui n'est pas dans l'excès, et qui, sans se dire féministe, va ouvrir quand même la voie à beaucoup, beaucoup d'autres femmes. Et
à des personnes dites de minorité et c'est peut-être ça a sans doute une résonance différente dans un pays comme les États-Unis qui a une histoire différente de la nôtre, qui est pourtant un pays proche de nous, mais qui a une histoire plus courte et vraiment différente. Voilà. Euh, J'espère que c'est difficile de calibrer Joséphine Baker en C'est parfait, 45 minutes. Sophie. Voilà, mais Alors, si vous avez des questions, je suis à votre tout à disposition. l'heure, vous avez dit que Joséphine avait deux amours, son pays et Paris. Alors, son Mhm. pays, c'est bien la France ou pas? Moi, je pense que, il y a une vraie ambiguïté parce que malgré tout, malgré son histoire difficile aux États-Unis, elle ne pouvait pas s'empêcher d'y retourner. Je crois que quelque part, il y avait bien sûr que son pays, c'est la France, mais c'est aussi, elle reste profondément américaine dans son cœur, hein, même si ça a été difficile pour elle. La France a été aussi dure pour elle, puisque elle a eu un sentiment de grand abandon quand elle a perdu les Milan et qu'elle a dû s'exiler à Paris, puis à Monte-Carlo. Et d'ailleurs, elle est rentrée au Panthéon, mais elle n'est pas rentrée physiquement au Panthéon. C'est un cénotaphe qui est au Panthéon. Elle a demandé de façon très claire à rester sur sa dernière terre d'accueil qui est Monaco. D'accord. Alors, Donc, pardon. non, non. Parmi les questions, il y en a une d'Edwige qui précise, mais c'est plus une question, est-ce que le général de Gaulle lui aurait proposé son aide financière quand elle a eu ses difficultés avec le château des Milandes? Moi, je n'ai rien lu dans ce sens-là. Ou alors, s'il l'a fait, c'était au- enfin, les dettes étaient en deçà de ce que l'État pouvait faire. Je pense que, enfin, moi, mon fils ne m'a jamais parlé de ça. Ok, Sophie. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce qui a amené la France de 2024 à accueillir un Joséphine Baker au Panthéon? Pourquoi 2024? Parce qu'avant, c'était pas possible. 2021, 2021. 21, pardon, 21, exact. Alors moi, je suis pas dans le secret des gens qui décident des panthéonisations. Euh, c'est une demande qui avait été faite il y a assez longtemps par justement les milieux féministes et par la famille, hein. Et on leur avait clairement fait comprendre que c'était pas possible. Et il semblerait que il y ait eu un travail fait en marge de la famille, puisque son fils Brian a été appelé un jour en disant ben, on aimerait bien vous voir à l'Élysée pour vous parler de votre mère. Et en général, quand on commence à vous appeler de l'Élysée pour vous parler d'une personne à propos du Panthéon, c'est en général, ça commence très très bien. Alors, il y a eu, avant Joséphine Baker au Panthéon, il y a eu l'entrée de quatre grands résistants, puisqu'il y a eu l'entrée de façon commune de Jean Zay, Pierre Brossolette pour les hommes et Geneviève Antonius de Gaulle et Gina Germaine Tillon pour les femmes. Ensuite, il y a eu un combattant de la Grande Guerre, puisqu'il y a eu Maurice Genevoix qui est rentré à la... Après, une femme déportée, Simone Veil, et là, nous avons un résistant étranger, puisque c'était Manouchian était FTP-MOI. Donc je me demande si dans la panthéonisation, le critère résistant n'est pas essentiel. Quand on regarde si vous regardez le visuel qui est sur l'écran dans le Panthéon, dans la crypte du Panthéon, on voit essentiellement les premières photos sont des photos d'elle en combattante. Il y a juste une petite photo au fond
d'elle avec son backer fixe et son look 1925. Mais sinon, sur les 5 photos, il y en a 3 d'elle en uniforme. Dans l'uniforme de l'armée de l'air où elle était infirmière. Vo- Voilà, où elle était. Oui, elle savait piloter, hein, elle avait appris à piloter. Elle pilotait elle-même. Elle pouvait piloter un avion. Elle était assez incroyable pour quelqu'un qui n'était pas allé beaucoup à l'école. Alors, ce livre, il a été formidable à faire parce que j'ai dû lire beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'en fait, et écouter plein d'interviews, lire les petites interviews, enfin, des interviews dans les journaux de l'époque. Parce qu'en fait, Joséphine ne voulait pas écrire ses mémoires. Elle ne s'en sentait pas capable. Et donc, elle a entretenu une relation assez longue avec un monsieur qui s'appelle Marcel Sauvage, qui faisait des interviews au long cours, qui a permis de faire, de bâtir une biographie. Euh, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est elle parlait relativement bien le français, mais je pense pas qu'elle aurait pu, je pense pas qu'elle était capable de l'écrire. Cela dit, elle a écrit un poème. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous le lire. Si, si, c'est parfait. On vous D'accord. écoute. Elle a, elle a écrit un poème qui, moi, m'a beaucoup touchée, que j'ai reproduit. J'aimerais bien le trouver rapidement. Excusez-moi, hein, voilà. Non, euh, c'est fou. Voilà. Alors, à l'âge de 8 ans, j'ai travaillé déjà pour calmer la faim des miens. 3 petits points, fatalité. J'ai souffert, faim, froid. 3 petits points, misère de la vie. J'ai une famille. 3 petits points, le monde. On dit que j'étais laide. 3 petits points, nature. J'ai dansé comme un singe. 3 petits points, zoologie humaine. Enfin, j'étais moins laide. 3 petits points, cosmétique. On m'a sifflé. 3 petits points, les admirateurs. On m'a applaudi. 3 petits points, la foule. J'ai continué à danser. 3 petits points, j'aime le jazz. J'ai continué à chanter. 3 petits points, j'aime la tristesse. Mon âme est malade. J'ai eu de la chance. 3 petits points, destinée. J'ai une mascotte, une panthère. 3 petits points. Superstition ancestrale, jungle. J'ai tourné le monde. 3 petits points. En troisième et en sleeping. Je suis morale. 3 petits points. Conviction. On me juge le contraire. 3 petits points. D'exclamation. Je ne fume pas. 3 petits points. J'aime les dents blanches. Je ne bois pas. 3 petits points. Je suis américaine. J'ai une religion. 3 petits points. J'ai la foi. J'aime les enfants. 3 petits points. On prononce maman. J'aime les fleurs. 3 petits points. Couleur, parfum. J'aime les pauvres. 3 petits points. J'ai souffert beaucoup. J'aime les animaux. 3 petits points. Ils sont les plus sincères. Je chante et je danse toujours. 3 petits points. Persévérance. Je gagne beaucoup d'argent. 3 petits points. Je n'aime pas l'argent. Je suis économe. 3 petits points. Pour quand je ne serai plus. Elle avait, malgré sa vie débridée, ses 5 maris, et voilà, elle avait une vraie foi, une vraie croyance en Dieu. Elle disait qu'elle priait, elle croyait profondément en Dieu, et sa croyance en Dieu était liée à sa croyance à son combat et à son utilité pour retrouver et préserver la dignité humaine. Donc, elle avait elle dit elle a écrit, enfin, elle a dit plutôt à la mutualité, je crois profondément dans la dignité de l'homme. L'humilier, c'est vexer Dieu. Je crois en la prière, c'est le meilleur moyen que nous ayons pour puiser de la force du paradis. Elle était, malgré les apparences, elle avait une vraie richesse, une vraie vie intérieure, une vraie spiritualité. Et elle aimait beaucoup les animaux. On l'a vu tout à l'heure avec Tout à un fait. félin. Est-ce qu'elle se baladait souvent avec son félin? Parce que dans votre Oui, livre, oui, oui, il y a une oui, photo où on la voit avec son absolument. félin et tout un groupe de personnes. Donc c'est quand même assez Oui, surprenant. elle avait ce guépard comme un chat,
Mais c'était vraiment, ça, c'est vraiment le contexte des années folles, hein. C'est un Paris qui, aujourd'hui, c'est très, très sage, hein. C'était vraiment un Paris de tous les excès, de tout. Et puis, il y avait cette fascination pour l'exotisme, pour l'Afrique, pour l'Asie, donc, ça, c'était. Et puis, je pense que ça fait partie de son look, quoi. Elle était. Elle avait, quand elle est arrivée à Paris, elle avait des petites salopettes, des chaussures plates. Enfin, elle avait vraiment un look, ses cheveux courts. Faut se remettre dans la période de l'époque, hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui portaient les cheveux courts comme ça, gominés. C'est pour ça qu'elle a vraiment lancé une mode. Les femmes portaient des chapeaux, avaient des cheveux longs, des chignons, etc. Elle a été bon, c'est vrai elle a navigué dans des quartiers comme Montparnasse où il y avait des courants plus de- il y avait des artistes, donc c'était des esprits plus libres et ils étaient moins formatés. C'est pas elle naviguait pas forcément dans des milieux de bourgeois, mais elle a imposé quand même, elle a imposé un vrai style. Alors, pour synthétiser votre intervention, Sophie, je reprendrai le titre de la page 11 de votre recueil sur Joséphine Baker, Chanter, danser, vivre. Je pense que c'est les trois verbes qui résument bien Joséphine. En tout cas, nous venons de découvrir ou de redécouvrir une grande femme qui ne laisse pas indifférent. Hein, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans votre librairie récupérer le livre sur Joséphine Baker, des citations écrites par Sophie Boiret, et au prix de 12 euros. Au niveau de l'actualité, sachez que des pièces de 20 centimes à son effigie vont être mises en circulation cet été. Vous aurez ainsi Joséphine Baker dans votre poche. Et avant de terminer ce webinaire, je souhaite remercier Sophie Boiret d'avoir accepté notre invitation à venir nous parler ce soir de Joséphine Baker. Je voudrais aussi remercier Sandrine Gouble qui a mis l'association en contact avec Sophie Boiret. Merci aussi à Francine et Jean-Luc du chapter de Touraine pour toute l'aide technique à la réalisation de ce webinaire. Merci à vous toutes et tous de votre attention. Excellente soirée. Merci de votre Merci, attention merci Sophie, merci Jérôme. et à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre écoute. Merci. Merci à vous aussi. À très bientôt. Au plaisir. Au Au revoir. revoir.